L'évaluation par compétences. Pour certains, c'est la solution idéale à tous tes problèmes et pour d'autres, c'est un cauchemar. Quelle que soit ta situation, je vais te donner dans cette vidéo pièges à éviter pour la mettre en place simplement dans ta classe. Le premier piège, et on est tous tombés dedans, c'est ce que j'appelle l'usine à cases. Si ton bulletin scolaire, il ressemble à ça, et qu'à l'idée de remplir tout ça pour tes 250 élèves, tu as des boutons qui te poussent partout, c'est que tu es tombé dans le piège de l'usine à cases. Mais rassure-toi, c'est pas une fatalité, tu peux t'en sortir et pour ça, il suffit de remettre le problème dans le bon sens. Donc la première étape, c'est de se rappeler, mais pourquoi est-ce qu'on évalue? On n'évalue pas pour avoir un tour exhaustif de ce que tous les élèves savent faire à chaque instant. Non, ça ce serait complètement impossible et complètement contre-productif. Donc l'évaluation, surtout l'évaluation par compétence, ça sert à faire apprendre les élèves. Comme le but, c'est de faire apprendre, on va aller regarder les élèves et plus particulièrement le cerveau des élèves. Combien est-ce qu'il y a de choses qui vont pouvoir rentrer dans ce cerveau d'élève? Et en fait, il y a un nombre limité de compétences que le cerveau d'un élève est capable de maîtriser sur une année scolaire. Et ce nombre, je vais te donner celui que moi, j'ai trouvé. Car ça fait 10 ans maintenant que je suis en évaluation constructive, donc par compétence, dans ma classe, et 6 ans que je forme des enseignants de toutes les disciplines à cette fameuse évaluation. Et alors, c'est 4 compétences par heure hebdomadaire et par an. Alors, je t'explique. Si par exemple, tu es en mathématiques et que tu as les élèves 4 heures par semaine, eh bien ça te fait 4 fois 4, 16 objectifs, 16 compétences par an. Si tu es en physique, en collège, tu as les élèves 1h30, ça fait 6 compétences. Attention, des compétences par an, pas par trimestre, pas par contrôle, etc. Non, par an. Et là, tu vas me dire, mais c'est pas du tout assez, il y a beaucoup plus dans le programme. Ben oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est parce qu'il y a dans le programme, c'est ce que les élèves peuvent apprendre. Bien sûr, on peut en faire plus. Mais sache que déjà, ces 4 compétences par an et par heure, c'est un maximum de ce que ta tête de classe pourra faire. Donc, tout ce que tu évalues en plus, ça te donne du travail à toi, mais ça aide pas tes élèves à plus progresser parce qu'ils sont déjà au max. Et je te rassure, avec ces 4 compétences par an et par heure, il y a des parties de ta classe, une grande partie de ta classe qui ne va pas réussir à tout maîtriser à la fin. Alors, bien sûr, c'est pas parce que tu ne les évalues pas dans l'évaluation par compétences que tu ne dois pas en parler. Et c'est bien là la différence entre le programme, dont tu parles, et le curriculum, ce que les élèves apprennent. Je te laisse aller voir cette vidéo qui t'explique cette distinction. Donc là, tu le vois bien, le deuxième piège qui pointe le bout de son nez, c'est d'utiliser les compétences du BO. Le BO, c'est le programme, et on vient de le dire, ce qu'on doit faire, c'est les compétences du curriculum. Donc déjà parce que dans le BO, dans le programme, il y a beaucoup trop de compétences. Pour l'anecdote, il y a des chercheurs en sciences cognitives qui sont amusés à regarder le nombre de nouveaux vocabulaires qui est introduit par an et ils ont trouvé que c'était environ 3 fois plus que ce que le cerveau d'un enfant performant est capable de faire. Donc si ton but c'est que tous tes élèves maîtrisent ton programme, c'est pas possible. Le deuxième problème, c'est que ces compétences, elles sont écrites en langage prof puisque ça vient de l'institution. Or, l'évaluation par compétences, le but, c'est que les élèves soient acteurs de leur évaluation, de leur apprentissage et qu'ils prennent les choses en main. Donc, il y a un langage prof, ils vont pas pouvoir les prendre en main. Donc, c'est très, très important de les écrire en langage élève. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi le ministère ne fait pas ça pour nous? On nous donne le programme et c'est à nous de faire. Bah ouais, c'est à nous de faire parce qu'en fait, ces compétences, ce curriculum, il va dépendre de notre contexte, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes, ça va dépendre des élèves qu'on a en face de nous. Donc là, il n'y a pas à couper, c'est ton expertise d'enseignant qui va s'exprimer et c'est donc à toi de le faire. Bon, mais comment faire ça? Tu vas me dire. La première solution, c'est de suivre une formation, comme par exemple celle que je propose. Tu trouveras tous les détails en description. Tu trouveras aussi mon guide gratuit à télécharger, d'évaluation et neurosciences cognitives, 5 pratiques à faire évoluer à la lumière des résultats scientifiques. Sinon, tu peux y aller tout seul par essai-erreur ou en équipe par essai-erreur. Donc la première étape, c'est de faire un premier jet, puis de le tester en classe. Comment faire ce premier jet? Eh bien, en faisant attention à ne pas tomber dans le troisième piège, évaluer des compétences trop vagues ou des compétences trop précises. Souvent, on a tendance à opposer compétences et connaissances. Par exemple, on va dire, ça ne m'intéresse pas que les élèves connaissent tout le cours. Ce que je veux, c'est qu'ils soient capables de raisonner sur le cours. Et on voit apparaître des compétences du type raisonner, extraire l'information, ce genre de choses. Malin, plutôt que d'apprendre aux élèves tous les chapitres, on va juste leur apprendre à raisonner et puis ça va marcher. Sauf que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les neurosciences cognitives nous disent bien que les compétences se construisent sur les connaissances. Donc, cette opposition, elle n'a
aucun sens. Elle est complètement contre-productive. Et donc, de manière contre-intuitive, c'est en travaillant les connaissances qu'on va avoir accès aux compétences. Donc, mettre des compétences très vagues, c'est joli, puis ça correspond à celle du BO, mais concrètement, ça sert à rien aux élèves. Donc, plutôt que de mettre, par exemple, extraire l'information, qui est très vague, l'élève ne voit pas comment faire, tu peux remplacer ça par écrire un brouillon. Et on va donner une technique d'écriture de brouillon extrêmement précise aux élèves pour qu'ils sachent comment progresser. Bref, une compétence trop vague, c'est facile à repérer, c'est une compétence où les critères d'évaluation ne sont pas très clairs. Une bonne façon de voir s'ils sont clairs ou pas, c'est que tu le donnes à un collègue d'une autre discipline et tu lui demandes d'évaluer tes copies. S'il n'y arrive pas, c'est que tes critères ne sont pas suffisamment clairs pour les élèves. S'il y arrive, c'est bon, ta compétence, elle n'est pas trop vague. Méga dédicace aux profs de LVE et leur fameuse grille critériée. Moi, par exemple, je ne sais pas dire si mon écrit il est clair, détaillé et globalement efficace ou s'il est intelligible et relativement développé. Alors, si moi j'y arrive pas, je ne vois pas comment les élèves ils vont pouvoir y arriver. On voit bien que cette grille, elle, c'est pas un outil d'apprentissage, c'est pas un outil d'évaluation par compétence pour les élèves. Bon, et dans l'autre côté, on trouve les compétences trop précises et cette fois-ci, je vais regarder plutôt les profs de maths ou les profs de SVT. Donc là, les compétences, c'est sûr, c'est précis, on sait très vite si c'est bon ou pas, appliquer le théorème de Pythagore, utiliser tel logiciel de géologie. Le problème, c'est que ça arrive pas assez souvent dans l'année et en fait, tu tires une balle dans le pied parce que comment faire pour évaluer cette compétence? Une fois, ça va, 2 fois, mais après, comment est-ce qu'on fait pour les élèves qui ne l'ont pas encore acquis? Comment continuer à les évaluer là-dessus? Le problème, c'est qu'avec des compétences aussi petites, tu ne vas jamais pouvoir en avoir 4 par heure et par an. La première solution, c'est de regrouper ces compétences par ce que j'appelle des schémas cognitifs proches. Plutôt que de mettre utiliser tel logiciel de géologie, tu vas pouvoir mettre utiliser un logiciel sur l'ordinateur en utilisant la notice. Deuxième solution, plutôt pour les mathématiques, c'est que plutôt que d'évaluer ça comme une compétence, par exemple appliquer le théorème de Pythagore, tu le passes en évaluation des savoir-faire et donc là, les choses deviennent plus faciles et tu peux automatiser plus facilement. Donc trouver la bonne taille de compétence, c'est pas évident et ce qui peut t'aider, c'est d'avoir le 4e piège en tête, avoir plusieurs niveaux de validation tout au cours du trimestre. Et ça, tu le sais que c'est un piège parce qu'en fait, quand tu es en train de corriger tes copies, tu n'as qu'une envie, tu as envie de mettre en cours d'acquisition à tout le monde ou quasiment à tout le monde. Et en fait, quand tu réfléchis, c'est normal puisque les élèves, ils sont tous en train d'apprendre. Donc, ils sont tous en cours d'acquisition. En fait, on peut considérer qu'une compétence est acquise quand elle est mobilisée à bon escient et de façon correcte sur plusieurs contextes différents. Donc, sur une seule performance, un seul contexte, je ne peux pas savoir si la compétence est maîtrisée ou pas. Donc, évaluer la maîtrise d'une compétence, ça demande un regard global, un regard qu'on ne peut pas avoir sur chaque contrôle, mais au contraire qu'on peut avoir une fois par an ou une fois par trimestre sur le bulletin. Donc, les acquis, non acquis en cours d'acquisition, etc., ça, c'est sur le bulletin, c'est pas sur les copies. Sur les copies, on va regarder si la compétence est mobilisée de façon correcte. Sur chaque contrôle, durant le trimestre, on va avoir des validations binaires. Oui, non, la compétence est bien mobilisée. Non, elle n'est pas mobilisée. Et à la fin du trimestre, on va regarder sur combien de contextes l'élève a été capable de mobiliser cette compétence pour poser ce fameux regard acquis, non acquis en cours d'acquisition. Et on arrive au dernier piège, les bulletins multicolores. Et là, je vais prendre ma casquette de parent. Et pour que ce soit hyper concret pour toi, je te présente le dernier bulletin scolaire de mon fils. Et comme tu le vois, c'est complètement incompréhensible. Des fois, il y a beaucoup de vert foncé, mais il y a un chiffre plus petit que quand il y a beaucoup de vert foncé. Puis, il y a des thermomètres avec du rouge, du bleu. Enfin, non, il n'y a pas de bleu. Avec du rouge, du jaune, du vert, du vert foncé. Bref, même moi, en tant qu'enseignante, je ne comprends pas ce bulletin. Donc, les parents qui ne sont pas aussi impliqués dans l'école que moi, il n'y a aucune chance qu'ils le comprennent. Ce bulletin, il n'est pas écrit pour les parents. Et pourtant, c'est celui qu'on envoie aux parents. Donc, en faisant ça, on met les parents quelque part à la porte de l'école, en ne faisant pas attention à ce qu'ils puissent lire les messages qu'on leur envoie. Faut pas oublier que les parents, tout ce qu'ils connaissent de l'école, c'est ce qu'ils ont eu en tant qu'enfants, en tant qu'élèves. Donc, il va falloir communiquer avec eux en utilisant des langages qu'ils connaissent, donc qu'ils ont probablement acquis en étant élèves ou alors en faisant des nouveaux. Donc, concrètement, il y a 2 solutions. La première solution, c'est de réfléchir et de co-construire un bulletin scolaire avec les parents, en les impliquant, en voyant de quoi ils ont besoin pour pouvoir comprendre quels sont leurs besoins, etc. L'autre solution qui est plus simple et celle que moi je fais, c'est simplement de mettre des notes. Parce qu'une note, le parent, il comprend tout de suite ce que c'est. Un 8, il sait qu'il faut s'affoler. Un 14, il sait que c'est bon. Un 18, il sait que c'est très bien. Juste, cette note, c'est pas une moyenne. C'est une note que l'élève peut faire monter, construire tout au long du trimestre en validant des compétences.
Donc là, en fait, ce que je viens de te dire, c'est qu'on peut très bien mettre des notes sur une évaluation par compétence. Comment faire ça? Je te l'explique dans cette vidéo où je t'explique aussi comment ne pas pénaliser l'erreur pour que l'élève apprenne et comment impliquer l'élève dans la construction de cette note, ce qui est le meilleur moyen pour qu'il la comprenne vraiment.